Bonjour, je suis le docteur Anne-Claire Metz. J'exerce une activité exclusive en implantologie depuis 2008 à Strasbourg. Je vais vous faire une présentation qui se veut assez simple des bases des lambeaux et des sutures en chirurgie orale. Je vais d'abord vous parler du matériel nécessaire à notre disposition. Il existe différents types de lames, fils et aiguilles. Pour les lames, je vous conseille vivement d'utiliser des lames jetables, à clipser sur des manches de bistouri stérilisables comme par exemple celui-ci, qui auront un meilleur pouvoir de coupe que les lames de bistouri jetables. En lame jetable, celles qui pourront vous être utiles sont tout d'abord la lame 15, qui est un peu la lame de toutes les situations. La lame 12 est intéressante avec sa courbe en forme de faucille pour les secteurs difficiles d'accès ou les zones distales, comme les régions tubérositaires ou les faces distales des dents postérieures. La lame 11 pourrait être utilisée éventuellement dans les zones antérieures, mais pour lesquelles la lame 15 fait aussi très bien l'affaire. Alors, moins connues mais très pratiques, les lames coudées. Coudées, comme vous le voyez sur les deux photos en bas dans le plan frontal ou sagittal, qui s'utilisent sur des manches spécifiques. Avec ces lames, on peut vraiment faire des incisions précises dans des endroits inaccessibles à toutes les autres lames. En ce qui concerne les fils, vous avez le choix entre les fils résorbables et les non résorbables. Il faut savoir que les fils résorbables se résorbent par hydrolyse et que cette hydrolyse va être responsable d'une réaction inflammatoire, donc ils sont à éviter pour une chirurgie qui présente un risque important d'infection ou si le contrôle de plaque n'est pas bien géré. En fonction du type de fil, ils mettront entre 10 jours et 1 mois à se résorber. Ensuite, le fil peut être tressé ou monofilament. Comme vous pouvez le voir sur l'image à gauche, les fils tressés représentent un assemblage de nombreux monofils fins organisés en une tresse, ce qui leur permet d'être souples et résistants, mais qui a pour inconvénient de permettre une adhésion plus importante à la plaque bactérienne. En général, quand on débute en chirurgie, on aime bien les fils tressés parce qu'ils sont assez simples à manipuler, avec un blocage du nœud plus facile. Les monofilaments, ici représentés par l'image de droite, forment eux un cylindre compact qui offre une très faible adhésion de la plaque bactérienne, une bonne résistance et une glisse intracirculaire qui sera atraumatique. Alors c'est sûr, la manipulation de ces fils demande un peu plus de dextérité, mais une fois qu'on sait les manipuler, franchement, on ne peut plus s'en passer. Ensuite, différents diamètres de fils sont disponibles. En chirurgie dentaire, on utilise généralement du 7-0, 6-0, 5-0, 4-0 ou 3-0. Le 5-0 étant un bon compromis, ni trop gros, ni trop fin. Il faut savoir que plus on diminue le diamètre du fil, plus on diminue le traumatisme tissulaire et donc on améliore la cicatrisation. Le 5-0 et le 6-0 pourront être utilisés en chirurgie minimalement invasive et le 7-0 sera plutôt réservé pour de la microchirurgie. Deux longueurs de fil existent à choisir en fonction de l'acte et de vos préférences. Alors ensuite, pour les aiguilles, vous avez à votre disposition différents types en fonction de leur forme. D'une part, la forme de l'aiguille en coupe. Elle peut être triangulaire, avec une pointe et un corps tranchant, ce qui permet une très bonne pénétration dans les tissus, mais qui a l'inconvénient sur une gencive fine de provoquer un risque de déchirure. Sinon, elle peut être ce que l'on appelle taper cut, c'est-à-dire avec une pointe triangulaire et un corps rond, ce qui va permettre une bonne pénétration, mais sans risque de déchirement, donc à privilégier. Pour terminer, vous aurez le choix entre deux types de courbures d'aiguilles, demi-cercle ou 3/8, à choisir en fonction de l'accessibilité du site. L'aiguille demi-cercle est à privilégier pour les accès réduits et la 3/8 pourra être utilisée dans toutes les autres situations. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vais vous parler des incisions. Il faut vraiment garder en tête que l'intégration esthétique et biologique de nos implants est conditionnée dès le début par des incisions appropriées. Il est essentiel de réfléchir à son tracé d'incision avant de commencer la chirurgie. Le choix du tracé d'incision est gouverné par l'objectif de l'intervention et la nature du biotype parodontal. Un parodonte épais va permettre la réalisation d'une incision basique dans le sulcus,
alors qu'au contraire, un parodonte fin va plutôt nécessiter une incision parasulculaire à distance des papilles pour éviter de léser celles-ci. Avec un parodonte épais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en réalisant une incision en biais plutôt que perpendiculaire à l'os, ça va permettre de recouvrir plus facilement l'os sous-jacent au moment des sutures. Autre paramètre à prendre en compte, quelle est l'étendue de ce que je dois visualiser en fonction du but de l'intervention. Poser un implant, faire une greffe, nettoyer un défaut, c'est ce qui va conditionner l'étendue du lambeau et l'utilisation ou non d'incisions de décharge. Différents points importants sont à respecter et à retenir. L'incision doit être linéaire, franche, bien au contact osseux et unique. On ne repasse pas plusieurs fois au même endroit, on fait une incision de pleine épaisseur dès le départ. Il ne faut pas être hésitant, d'où la nécessité d'avoir réfléchi à son tracé d'incision avant de poser la lame sur la gencive. On limitera autant que possible les incisions de décharge qui coupent une partie de la vascularisation et donc diminuent la qualité de la cicatrisation. Le décollement doit être suffisant pour avoir une bonne visualisation, mais sans avoir besoin de tirer sur les tissus pour bien voir, sinon vous risquez de déchirer la gencive, ce qui n'est pas le but. Il faudra bien évidemment éviter les obstacles anatomiques comme les nerfs, les gros vaisseaux, etc. Les traits d'incision doivent être à distance du foyer implantaire, préserver au maximum les papilles et conserver un tissu kératinisé périimplantaire. En fonction de tout ce que je viens de vous dire, vous aurez le choix entre 3 tracés d'incision. Si le volume osseux est suffisant et que le parodonte est sain et épais, l'incision pourra être sulculaire, avec une incision crestale décalée et sans incision de décharge, comme schématisé au trait vert sur le dessin. Si le volume osseux est insuffisant, mais que le parodonte est épais, l'incision pourra être sulculaire, toujours avec une incision crestale décalée, mais avec des incisions de décharge qui permettent de tracter le lambeau sans le déchirer pour visualiser le défaut. En revanche, si le volume osseux est insuffisant et que le parodonte est fin, il faudra réaliser une incision parasulculaire à environ 1 mm du sulcus, en tout cas pas moins, de manière à préserver les papilles, et toujours une incision crestale décalée avec en plus des incisions de décharge. Quelques photos pour illustrer ces différents cas de figure. Ici, une fois l'extraction réalisée, on sent avec la curette le défaut qui avait été visualisé antérieurement sur le cone beam. Vous voyez sur la première photo, on devine la curette sous la gencive. Donc là, vous avez un volume osseux insuffisant, mais avec un parodonte qui est épais. L'incision sera donc sulculaire, avec une incision crestale décalée et avec des incisions de décharge. Pour ce cas, le volume osseux est insuffisant à la pose d'un implant et nécessite une greffe préalable. En plus d'un parodonte fragile et du fait qu'on se trouve en secteur antérieur, l'incision a donc été réalisée en parasulculaire, à distance des papilles, et avec des incisions de décharge. Il faut savoir qu'une incision de décharge, si elle est bien réalisée, n'aura aucune incidence esthétique après cicatrisation. Regardez 2 mois après la greffe, les incisions de décharge sont invisibles. En distal, on devine encore un tout petit peu le départ de cette décharge, mais ça disparaîtra rapidement par la suite avec un brossage approprié. Alors je voulais juste revenir sur l'incision décalée. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça apporte ? L'incision décalée, c'est une incision qui ne se fait pas au milieu de la crête, mais légèrement décalée en direction palatine ou linguale, de manière à faire une translation de gencive kératinisée en vestibulaire. Elle pourra être faite de manière plus ou moins décalée palatinement ou lingualement, en fonction du besoin de gencive kératinisée à déplacer. Grâce au potentiel fibrogénique de l'os, celui-ci va pouvoir recréer de la gencive attachée si les berges du lambeau sont de la gencive kératinisée. Regardez par exemple ici, si l'incision avait été faite sur la crête, on se serait retrouvé dans de la gencive libre vestibulaire. Donc par le simple fait d'avoir fait notre incision plus lingualement, la mise en place de la vis de cicatrisation va permettre de repousser la gencive kératinisée en vestibulaire et de laisser au potentiel fibrogénique de l'os recréer de la gencive kératinisée sur la crête.
Ici, 2 points de suture simples et non jointifs vont permettre une cicatrisation de seconde intention et un regain très important de gencives kératinisées sur une crête au départ fine, sans avoir recours à aucune greffe de tissu. Vous voyez ici, autre exemple similaire, incision décalée, point de suture lâche. Ici, on avait simplement mis un petit peu de pangène en dessous, et à 6 mois, l'os a recréé de la gencive kératinisée. Alors, ça implique des conseils de brossage stricts. Le patient ne devra pas brosser la zone pendant quelques jours. On lui demandera simplement de faire des bains de bouche. Puis, après quelques jours, il pourra commencer à brosser très légèrement, comme un massage en fait, avec une brosse à dents post-opératoire 7 centièmes, trempée dans du bain de bouche dilué. Après environ 10 jours, le brossage pourra commencer à être plus vigoureux, mais toujours avec la brosse à dents post-op et le bain de bouche dilué. Une fois la zone moins sensible, c'est-à-dire vers 15-20 jours post-op, le patient pourra reprendre un brossage classique avec sa brosse à dents habituelle et du dentifrice. Et à ce moment-là, ne pas hésiter à bien brosser pour stimuler la cicatrisation des tissus. Encore un exemple, vous voyez la crête de départ qui est très fine, et avec cette technique simple, à 2 mois, on obtient un gain de plus du triple du volume de gencives kératinisées qu'au départ. Une courte vidéo réalisée lors d'une formation organisée à notre cabinet pour des chirurgiens débutants. 2 implants ont été posés en tutorat sous notre responsabilité. Ici, vous voyez la lame coudée dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on aime beaucoup utiliser et qui va permettre de faire une incision précise dans un endroit difficile d'accès, comme c'est souvent le cas dans les secteurs molaires. Pour atteindre la face distale de cette prémolaire, là par exemple, cette lame est vraiment très pratique. Autre instrument que l'on aime beaucoup pour le décollement du lambeau, ces petites curettes qui vont elles aussi permettre, de par leur courbure, d'accéder plus facilement à des endroits difficiles d'accès. Ici, la curette utilisée est de taille moyenne. Vous allez le voir juste après, différentes tailles existent à choisir en fonction des besoins. Vous voyez ici, il y a une plus petite et une un peu plus large. Une fois le lambeau décollé, on découvre une crête osseuse beaucoup plus large que ne le laissait présager la bande de gencive initiale, et 2 implants vont pouvoir être posés sans greffe osseuse. Des vis de cicatrisation larges sont mises en place, et du pangène va être rajouté entre les berges de gencive, de manière à favoriser la formation du caillot sanguin. Vous voyez là comme cette éponge de collagène s'imbibe rapidement de sang. Ensuite, moment important des sutures, qui vont être réalisées de manière lâche, juste pour maintenir le lambeau et le pangène en place. N'ayez pas peur de ce gap, n'essayez pas de rapprocher les berges, laissez faire la nature. Grâce à la cicatrisation de seconde intention, toute cette zone va devenir de la gencive kératinisée. Voilà le résultat auquel on peut s'attendre à 3 mois, une fois cette cicatrisation de seconde intention achevée. Et voilà l'aspect de la gencive une fois les couronnes posées. Maintenant, les sutures. Alors, il faut garder à l'esprit que même si c'est la dernière étape de l'acte chirurgical, c'est une étape essentielle qui va être capitale pour la pérennité de tout ce qui a précédé. Ce qui est dangereux, c'est qu'arrivé au moment des sutures, souvent on est fatigué, le patient est fatigué et la tension se relâche. Il faut vraiment rester concentré jusqu'au bout et ne pas négliger cette étape. L'objectif des sutures va être en premier lieu de positionner les tissus à l'endroit souhaité. Ça paraît évident, mais j'insiste là-dessus. Si une fois que le point de suture est fait, la gencive n'est pas placée comme vous auriez voulu qu'elle soit, coupez le nœud et recommencez. Elle ne va pas cicatriser comme vous l'espérez si dès le départ, elle n'est pas dans la bonne position. D'autre part, les sutures permettront un rapprochement et une immobilisation des tissus pour assurer la protection mécanique et biologique du site opératoire. Elles permettront aussi de prévenir une éventuelle hémorragie post-op en maintenant le caillot, d'éviter la contamination de la plaie par des débris alimentaires
et de réduire le risque de fuite de biomatériaux. Il existe une multitude de sutures possibles, mais certaines précautions sont communes à tous ces points. Le point d'entrée de l'aiguille doit se situer à 2 mm minimum des bords du lambeau pour éviter un risque de déchirement et de préférence dans la muqueuse kératinisée qui représente une résistance mécanique plus importante que la muqueuse alvéolaire. Il faut si possible commencer la suture par la partie mobile, c'est-à-dire le lambeau, en direction de la partie fixe non décollée. Il faut imprimer un mouvement de rotation à l'aiguille pendant qu'elle traverse la muqueuse pour éviter les déchirements par traction. Il est essentiel de réaliser des nœuds à plat, sinon ils vont se défaire par la suite. Et dernière chose, prenez soin de décaler les nœuds sur une des berges et non pas sur le trait d'incision. En effet, les nœuds représentent un point d'adhésion à la plaque bactérienne et donc une source d'inflammation gingivale qui sera délétère pour la cicatrisation. Alors attention aussi à assez serrer la suture pour ne pas risquer d'entraîner une mobilité des lambeaux lors de la phase de cicatrisation et du coup d'altérer en partie celle-ci, mais à ne pas trop la serrer non plus, ce qui risquerait d'entraîner une ischémie locale et donc une souffrance tissulaire, ce qui n'est pas bon pour la cicatrisation non plus. Pour réaliser un nœud à plat, la première chose qu'il faut garder en tête est que le petit chef devra toujours se retrouver du côté opposé à sa position de départ. Ici, le petit chef est palatin, il devra donc se retrouver en vestibulaire. La deuxième chose est que le grand chef doit toujours tourner vers le petit chef. Et le petit chef de palatin se retrouve en vestibulaire. On obtient un nœud plat. De la même manière, pour le deuxième nœud qui bloquera le premier, le grand chef tourne vers le petit chef et le petit chef de vestibulaire passe en palatin. Nous obtenons un nœud bien bloqué. Alors, démonstration pour les nuls. Donc, je rentre vestibulairement, je vais palatinement. Là, tu es dans l'os. Ah. Voilà, donc mon petit chef va se retrouver vestibulairement. Je fais un double nœud. Pas dans ce sens. Pas dans ce sens. Non, là tu tournes en palatin alors que le petit chef est en vestibulaire. Je tourne en palatin. Oui. D'accord, donc je dois tourner en vestibulaire. Absolument. Comme ça. Oui. 2 fois. Et je tire vers l'arrière, de façon que le petit chef se retrouve vestibulairement. Palatinement, car il était vestibulaire. Palatinement, pardon, absolument. Donc là, je vais faire mon deuxième nœud. Donc là, le grand chef doit revenir vers le petit chef pour le nœud, c'est ça? C'est ça, on tourne vers le petit chef. 1 fois, 2 fois, et je vais chercher mon petit chef. Et non, parce Pas que comme là, ça. il doit se retrouver en vestibulaire cette fois-ci. Petit chef doit se retrouver en vestibulaire, voilà. Voilà, et là on voit bien comme ce nœud permet de bloquer le premier nœud. Et voilà. Bravo. Je vais vous passer en revue les points les plus communs. Le plus connu est le point simple ou point en haut. Donc, insertion de l'aiguille dans le lambeau mobile en imprimant un mouvement de rotation à celle-ci, passage dans la gencive fixe, ici la gencive palatine, double nœud à plat dans un sens pour bien serrer le nœud, et nœud simple à plat dans l'autre sens pour bloquer le premier nœud. On décale ensuite le nœud pour ne pas qu'il se retrouve sur le trait d'incision. C'est un bon test pour s'assurer que le nœud ne va pas s'ouvrir par la suite, au cas où il n'aurait été pas correctement bloqué. En le déplaçant, il ne doit absolument pas se détendre. Autre point connu, le point en X. Alors attention à l'ordre de passage, on va démarrer comme un point en haut, de vestibulaire à lingual ou palatin, puis on repasse en vestibulaire pour retourner en palatin. Et on fait notre nœud. Ce point peut être utilisé par exemple au niveau d'une alvéole d'extraction pour maintenir une éponge de collagène,
comme c'est le cas sur ces photos. Le point U va permettre une traction plus importante des tissus qu'un point en O ou en X. Le départ est le même que pour un point simple, mais une fois l'aiguille ressortie en palatin, on repique en palatin pour retourner en vestibulaire. On réalise ensuite le nœud comme d'habitude. Donc vous voyez ici, on va piquer l'aiguille à 2 mm de notre trait d'incision. On imprime un mouvement de rotation à l'aiguille. Elle est piquée en vestibulaire, puis en palatin. Je vous conseille à chaque passage de l'aiguille de retirer le fil en entier pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Donc ici, on va venir repiquer en palatin. On tire toujours le fil. Et on va ressortir en vestibulaire. À présent, double nœud à plat dans un sens pour bien serrer le nœud et tracter la gencive jusqu'à la position voulue. Vous voyez cette gencive qui vient être tractée par ce point de suture. Ensuite, un nœud simple dans l'autre sens pour bloquer le premier nœud. Des points de suture simples ont été réalisés au niveau des incisions de décharge et vous voyez le résultat, la gencive a été tractée à l'endroit voulu et n'est pas mobilisée lorsque l'on bouge la lèvre. Les points de matelassier vont permettre la traction la plus forte du lambeau en minimisant le risque de déchirure. Et du fait que les fils vont passer au-dessus du trait d'incision, ils vont permettre un ancrage et un plaquage intime du lambeau sur l'os. Alors attention, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes et seront toujours associés à des points simples qui assureront, eux, l'herméticité des berges. Il existe deux types de points de matelassier. Tout d'abord, le matelassier vertical, qui va permettre un rapprochement des lambeaux sans aplatir les papilles ou les déchirer par traction. Alors comment procéder ? Cette fois-ci, le premier passage de l'aiguille se fait en palatin, assez apicalement, de l'extérieur vers l'intérieur du lambeau, pour ressortir toujours en palatin, de manière moins apicale. L'aiguille est ensuite repiquée en vestibulaire, de l'extérieur vers l'intérieur du lambeau, puis repiquée un peu à côté, parallèlement au lambeau, de l'intérieur vers l'extérieur. On fait ensuite le nœud avec le petit chef se trouvant en palatin. Pour ma part, je trouve le matelassier vertical trop sophistiqué et j'utilise plutôt le matelassier horizontal. Matelassier horizontal qui a les mêmes avantages que le vertical, mais qui peut être utilisé pour des espaces plus larges. Pour celui-ci, le premier passage de l'aiguille se fait aussi en palatin, de l'extérieur vers l'intérieur du lambeau, pour ressortir toujours en palatin de manière parallèle par rapport au trait d'incision. Et on fait de même en vestibulaire, passage de l'aiguille de l'extérieur vers l'intérieur du lambeau, puis repiquer un peu à côté de manière parallèle par rapport au trait d'incision de l'intérieur vers l'extérieur du lambeau. On fait ensuite le nœud avec le petit chef se trouvant en palatin. Pour terminer, la plus belle des sutures, le surjet, qui va permettre de suturer des incisions de grande étendue. L'avantage étant un gros gain de temps, l'inconvénient, et pas le moindre, c'est que si la suture craque ou que la gencive se déchire par la suite, tout se réouvre. Pour faire un surjet, on procède comme un point simple, mais après avoir fait le premier nœud,
Au lieu de couper le grand chef, on refait un point simple juste à côté, sans trop tirer sur le fil, car une fois sorti en palatin, il faudra repasser dans la boucle qui se trouve entre le nœud et le deuxième passage vestibulaire. Il faut ensuite tirer le fil et procéder de la même façon, de proche en proche, jusqu'à arriver au bout de l'incision. À ce moment-là, ne pas tirer complètement le fil au dernier passage, de manière à prendre la boucle formée comme on prendrait le petit chef, et faire un nœud comme d'habitude. Voilà, une vidéo pour illustrer tout ça, ça va être plus simple. Voilà le premier nœud qui est réalisé, qui est décalé sur une des berges, et au lieu de couper à ce stade, on va couper simplement le petit chef. Le grand chef va nous servir à continuer la suture. Donc vous voyez, passage de l'aiguille et passage dans la boucle formée par le fil au départ. Je vais vous laisser regarder ce mouvement plusieurs fois jusqu'à la fin de la suture pour que vous imprimiez bien le principe. Donc une fois que l'aiguille est ressortie en vestibulaire, elle est passée dans la boucle. Voilà. Ensuite, pour terminer le surjet, au moment du dernier passage, que voici, on ne va pas tirer complètement, mais laisser une partie du fil qui nous servira de petit chef, donc qui va être pris pour réaliser le nœud, terminant cette suture. Ici, un autre exemple de surjet réalisé au cabinet. Voilà le résultat en fin de chirurgie. Et là, à 10 jours post-opératoire. Un dernier exemple de surjet que j'avais réalisé après des greffes allogéniques complètes d'un maxillaire atrophié. Voilà le résultat en fin de chirurgie. Là, l'aspect de la gencive à 10 jours et à 3 semaines. En fait, pour conclure, de la même manière qu'on fait en amont de sa chirurgie sa planification implantaire avec le choix de la longueur, du diamètre de l'implant, guide radio, guide chir, etc., je vous conseille de planifier aussi vos incisions en prenant des photos de la gencive et en vous imaginant votre tracé d'incision, ou en imprimant la photo et en le dessinant, pour vraiment avoir bien en tête ce que vous allez faire avant même de démarrer la chirurgie, de manière à aborder l'acte de manière plus sereine, de ne pas avoir d'hésitation, et donc de ne pas perdre de temps et de faire des incisions bien franches. Je vous remercie pour votre attention.